Elle m'a humilié en public, comme pour faire une blague. J'ai disparu. Des années plus tard, elle a demandé « Comment as-tu » ? Elle m'a humilié devant 200 personnes, comme pour faire une blague. J'ai disparu, sans laisser la moindre trace. Des années plus tard, elle a demandé « Comment as-tu réussi ?» Je lui ai donné 2 mots. Elle est tombée à genoux, en pleurant « Non, c'est impossible ». Ces 2 mots l'ont détruite, complètement. Je m'appelle James Rivers. J'ai 42 ans, et je pilotais des 747 pour Continental Airways. Jusqu'à ce qu'une arythmie cardiaque me cloue au sol, définitivement, il y a 18 mois. La FAA ne négocie pas, quand il s'agit de problèmes cardiaques. Un seul électrocardiogramme irrégulier, lors d'un examen de routine. Et 20 ans de dossier de vol impeccable n'ont plus eu aucune valeur. Ils ont retiré mon certificat médical, et, juste comme ça. Je suis passé du statut de capitaine Rivers, à celui de simple James, assis à la maison. Pendant que ma femme gravissait les échelons, chez Cascade Travel Group. Le gala avait lieu au Fairmont Olympique, dans le centre de Seattle. Tenue de soirée, bar ouvert, et 200 employés célébrant une nouvelle année record. Jessica en parlait avec excitation depuis des semaines, disant qu'il était important. Pour ma santé mentale, de sortir, de faire du réseau. Et de me rappeler que j'avais encore de la valeur, même si je ne volais plus. Elle m'avait acheté un nouveau costume, m'avait aidé avec mon nœud papillon. Et m'avait embrassé sur la joue, dans l'ascenseur de l'hôtel. Détends-toi ce soir, chérie, avait-elle dit, en me serrant la main. Tout le monde demande de tes nouvelles. J'aurais dû capter, à ce moment-là, la tension dans son sourire. Le dîner s'est bien passé. Les discours insipides habituels sur les bénéfices trimestriels. Et le théâtre d'entreprise classique. Je me suis assis à la table de Jessica, avec son équipe. Son patron, Trevor Holman, était là. Bruyant et sûr de lui, c'est le genre de type qui coupe la parole à tout le monde. Et qui pense que parler fort équivaut à avoir de l'autorité. La quarantaine bien entamée, le cou épais, et une alliance qui ne l'a jamais empêché, pourtant, de se pencher d'un peu trop près vers les jeunes femmes du bureau. Puis, sont arrivés le dessert et le microphone. Jessica s'est levée, une coupe de champagne à la main, et a tapoté dessus avec une cuillère. La salle de bal a fait silence. Elle a affiché ce sourire de relation publique, si bien travaillé. Celui qu'elle utilise pour les communiqués de presse, et la gestion de crise. Je veux partager quelque chose de personnel ce soir, a-t-elle commencé. Sa voix portant à travers toute la pièce, parce que nous parlons tellement d'authenticité, ici. Chez Cascade. Et je pense qu'il est important, vraiment, d'être vrai. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ce ton, cette fausse vulnérabilité, cette mise en scène. Mon mari, James, est ici ce soir, a-t-elle continué, en faisant un geste vers moi. Un projecteur s'est braqué sur moi. 200 visages se sont tournés. Et je veux juste que tout le monde sache, à quel point il a été courageux. Ce n'est pas facile. D'être un homme qui ne peut plus travailler, et qui prend des médicaments contre l'anxiété. Juste pour passer la journée. La salle est devenue silencieuse. Quelqu'un a toussé. Mais vous savez ce qui est vraiment dur. La voix de Jessica a pris un ton taquin. Vivre avec quelqu'un qui pleure, à chaque fois que nous sommes intimes. À chaque fois. Sans exception. Des rires ont éclaté. Pas de petits rires polis. Des rires à gorge déployée. Trevor Holman a tapé sur la table, le visage rouge. La femme à côté de lui s'est couvert la bouche, les épaules tremblantes. Même les serveurs, près du mur, affichaient un sourire en coin. Je suis resté assis là, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, complètement pétrifiée. Jessica m'a fait un clin d'œil. Un vrai clin d'œil. Chérie, je suis juste authentique, a-t-elle dit dans le microphone. Sur un ton dégoulinant d'une fausse sympathie. C'est ce que nous faisons ici, n'est-ce pas? De l'authenticité. Encore des rires. Quelqu'un a sifflé. J'ai posé ma fourchette, je me suis levé, et j'ai boutonné ma veste.
La salle riait encore quand je suis sorti, mais pas résonnant sur le sol en marbre. Personne ne m'a suivi. J'ai marché sur 5 pâtés de maison, à travers le centre de Seattle. Avant que mes mains n'arrêtent de trembler. L'air de la nuit transperçait ma veste de costume, mais j'ai accueilli le froid avec soulagement. Cela m'a permis de rester concentré, et m'a empêché de faire demi-tour. Pour commettre un acte que j'aurais regretté. Mon téléphone a vibré. Jessica. Je l'ai ignoré. 3 autres appels ont suivi, en succession rapide. Je l'ai éteint. Dans un restaurant ouvert 24h24, près de Pike Place Market. J'ai commandé un café que je n'ai pas bu, et je me suis assis dans une banquette au coin. Fixant le vide. Une serveuse, aux yeux fatigués, a rempli ma tasse 2 fois, sans dire un mot. Elle avait probablement vu pire, en effet. Qu'un homme en smoking faisant une dépression nerveuse à 23h, un jeudi soir. C'est à ce moment-là que la clarté m'a frappé. Plus de rage, ni même de blessure, juste une certitude froide, presque mathématique. Jessica m'avait humilié, devant 200 personnes, pour se donner en spectacle. Pourquoi faire? Des rires? Une promotion? Pour prouver qu'elle était l'alpha dans notre mariage, pendant que je restais à la maison. Sans emploi? J'ai sorti mon portefeuille. À l'intérieur, se trouvait une carte de visite, que j'avais gardée pendant 3 mois. Depuis que mon ancien copilote, Jake Thornton, me l'avait glissée. Lors d'une rencontre autour d'un café. Jake avait quitté l'aviation commerciale il y a 2 ans, avait déménagé à Singapour. Et avait commencé à faire du conseil, pour des sociétés d'aviation privée. La carte était d'un blanc uni, avec juste un numéro de téléphone, et une adresse email. Si jamais tu veux sortir de là, avait dit Jake, et je veux dire, vraiment en sortir. Appelle ce numéro. Ce type me doit une faveur. Il aide les gens à recommencer à zéro. À faire table rase. Je pensais qu'il était dramatique. Maintenant, je comprenais. De retour à notre maison de Ballard, j'ai agi rapidement. Jessica ne rentrerait pas avant des heures. Elle ferait la fête? Probablement en train de boire des shots avec Trevor et l'équipe des relations publiques. Surfant sur l'euphorie de sa performance. J'ai préparé un seul sac à dos, mon passeport, des relevés bancaires. Le disque dur externe avec tous mes carnets de vol et mes certifications, 3 tenues de rechange. La montre de mon grand-père, et une seule photographie, la seule qui comptait vraiment. Moi et mon fils, Dylan, lors de son championnat de baseball, il y a 2 ans. Nous sourions tous les deux, son bras passé autour de mes épaules. Dylan, 13 ans, un gamin intelligent, adorait le baseball, détestait les mathématiques. Et voulait devenir biologiste marin. Il passait le week-end chez mon frère, à Tacoma. Un voyage pour resserrer les liens entre cousins, que Jessica avait organisé. Je me suis assis au bord de notre lit, tenant cette photo. C'était la partie la plus difficile, de le laisser derrière moi, mais je ne pouvais pas l'emmener. Pas encore. Pas sans avoir la preuve, de ce que je commençais à soupçonner. Parce que voici la chose dont personne ne parle, quand votre mariage implose. Vous commencez à vous souvenir des détails, des petites incohérences. Comme le fait que Dylan avait les yeux de ma mère, mais ni ma mâchoire, ni celle de Jessica. Comment il avait eu besoin de lunettes à l'âge de 7 ans? Alors que personne dans ma famille n'en portait, contrairement à Trevor Holman. Comment Jessica avait travaillé tard avec Trevor, pendant des mois, avant la naissance de Dylan. À l'époque où je volais sur des lignes internationales, et que je partais des jours entiers. Je repoussais ces pensées. Pendant des années, je me suis dit que j'étais paranoïaque. Mais ce soir, en la regardant faire son spectacle. En regardant Trevor rire plus fort que tous ceux que je connaissais. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai trouvé l'email que j'avais rédigé 3 mois plus tôt. Mais que je n'avais jamais envoyé. Il était adressé à un service privé de test ADN. J'avais même commandé le kit, et je l'avais caché dans la boîte à gants de ma voiture. Attendant le bon moment. Maintenant, je n'avais rien d'autre que du temps. J'ai joint une photo de Dylan, prise à l'école le mois dernier.
J'ai ajouté les informations de ma carte de crédit, et j'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, j'ai formaté mon ordinateur portable. J'ai réinitialisé mon téléphone aux paramètres d'usine, et j'ai retiré la carte SIM. À 2 heures du matin, j'étais dans un bus Greyhound, en direction de l'Est. Pas de destination, pas de plan, au-delà de simplement disparaître. Jessica pouvait garder la maison, la voiture, et la vie que nous avions construite. Je prendrais le silence, et quelle que soit la vérité qui m'attendait, à la fin de cette route. Ma dernière pensée, avant de fermer les yeux, a été simple. Certains hommes ripostent avec leurs poings, d'autres avec des avocats. Je riposterai, en devenant quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais trouver, jamais contrôler. Et jamais humilier à nouveau. Le silence serait mon arme. 3 semaines après ma disparition, je vivais dans un motel de long séjour. Juste en dehors de Boise, dans l'Idaho. Le genre d'endroit qui se loue à la semaine, sans poser de questions. Où la machine à glaçons a l'air de mourir. Et où la fumée de cigarette de l'ancien locataire s'accroche encore au rideau. Je travaillais au noir dans un petit aéroport régional, faisant le plein des avions privés. Et effectuant des contrôles de maintenance. Le propriétaire, un mécanicien de l'armée de l'air à la retraite, du nom de Earl, se fichait bien de mon passé. Il payait en espèces, ne posait aucune question, et me laissait faire profil bas. L'enveloppe est arrivée un mardi. De couleur manille, unie, sans adresse d'expéditeur. Et transférée via le contact de Jack à Singapour. Mes mains étaient stables, quand je l'ai ouverte. J'avais passé 3 semaines à me préparer à ce moment, passant en revue, dans ma tête, tous les résultats possibles. Résultat du test de paternité ADN. Probabilité de paternité, 0%. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Les chiffres ne changeaient pas. Dylan n'était pas à moi. 13 années de matchs de baseball, d'aide aux devoirs, à lui apprendre à faire du vélo. À lui lire des histoires avant de dormir, jusqu'à ce qu'il se dise trop grand pour ça. Rien de tout cela ne faisait de lui mon fils biologique. Mais voilà ce qu'il en est, quand on est père. La biologie n'est qu'une science. L'amour, lui, est un choix. Et j'avais choisi Dylan, chaque jour de sa vie. Je me suis assis au bord de ce lit de motel, fixant le rapport. Et quelque chose s'est durci à l'intérieur de moi. Pas de la colère contre Dylan, jamais contre lui, mais contre Jessica. Et contre celui qui l'avait engendré. Pendant que je faisais des vols de nuit à travers le Pacifique, faisant confiance à ma femme. Croyant en la famille que nous avions construite. Trevor Holman. Ce devait être lui. La chronologie correspondait. La ressemblance physique, que j'avais ignorée pendant des années. La façon dont il avait ri le plus fort, lors du gala, quand Jessica m'avait humilié. J'ai sorti mon ordinateur portable, et j'ai ouvert un compte email crypté. Que le contact de Jack avait configuré pour moi. J'ai joint les résultats ADN, et j'ai écrit une seule phrase. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Trevor Holman. Dossier financier. Journaux d'appel, historique de voyage, d'il y a 13 à 14 ans. Peu importe ce qu'il faudra faire. La réponse est tombée en 6 heures. Considérez que c'est fait. Ce genre de travail n'est pas donné. J'ai vérifié le solde de mon compte bancaire. J'avais liquidé mon compte retraite avant de disparaître, en acceptant la pénalité fiscale. 47,000 $. C'était censé être mon filet de sécurité. Maintenant, c'était devenu des munitions. Facturez-moi, ai-je tapé en retour. Je paierai, peu importe le prix. 2 jours plus tard, un deuxième colis est arrivé. Celui-ci était épais. Des relevés bancaires. Montrant des paiements réguliers de Trevor vers le compte personnel de Jessica. Commençant 9 mois avant la naissance de Dylan, et continuant pendant 3 ans. Des reçus d'hôtel, pour une conférence à San Diego. Où ils s'étaient tous deux enregistrés dans le même complexe, le même week-end, il y a 14 ans. Des SMS récupérés à partir d'une ancienne sauvegarde de téléphone. De Trevor à Jessica, il ne le saura jamais. Tu es trop intelligente pour ça.
J'ai étalé les documents sur le lit du motel, comme des preuves sur une scène de crime. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était une conspiration, une fraude, 13 années de mensonges. Et j'avais financé cela, avec chacun de mes chèques de paie. Pendant que Trevor jouait au papa en secret, et que Jessica jouait à la femme dévouée. L'ancien James aurait appelé un avocat, demandé le divorce. Et se serait battu pour la garde au tribunal, ou les compétences en relations publiques de Jessica. Et l'argent de sa famille, m'aurait enterré. Mais je n'étais plus cet homme-là. J'ai pris le téléphone jetable, et j'ai appelé le contact de Jack. Un homme que je connaissais seulement sous le nom de Monsieur Park. J'ai besoin de disparaître complètement, ai-je dit. Nouvelle identité, nouvelle ville, quelque chose que personne ne pourra relier à James Rivers. C'est cher. Sa voix était plate, professionnelle, et définitive. J'ai l'argent, et je suis déjà parti. Je veux juste m'assurer de le rester. Jusqu'à ce que je sois prêt à revenir, selon mes propres conditions. Quelles sont vos conditions, a-t-il demandé. J'ai regardé le rapport ADN, les relevés bancaires, les SMS. Reconstruire tout ce qu'ils m'ont pris, mais en plus grand, en intouchable. Ainsi, quand je serai prêt à leur rappeler que j'existe, ils n'auront d'autre choix que de m'écouter. Il y a eu une pause. Dans ce cas, je connais quelqu'un qui peut t'aider pour ça. Il se spécialise dans les secondes chances. Pour les personnes qui les méritent. Il s'appelle Richard Davenport. Mon sang n'a fait qu'un tour. Le père de Jessica. Ancien investisseur en capital risque, à la retraite depuis 2 ans. Le bruit court qu'il finance discrètement des projets. À l'insu de sa fille. Il pourrait être intéressé par votre histoire. Pourquoi m'aiderait-il, ai-je demandé. Parce que, d'après ce que j'entends, Richard Davenport valorise l'intégrité. Bien plus que les liens du sang. Et sa fille vient de faire un spectacle très public. En détruisant la réputation d'un homme bien. C'est le genre de choses qui le dérange. J'ai fermé les yeux. C'était un pari, mais j'avais déjà perdu tout ce qui comptait. Que me restait-il à risquer, à part ma fierté? Organiser une rencontre, ai-je dit. Quelque part de neutre. Je vais l'écouter. Encore une chose, a ajouté Monsieur Park. Si vous comptez reconstruire, vous aurez besoin d'un nom pour cela. Quelque chose qui signifie quelque chose pour vous. J'ai regardé à nouveau le rapport ADN, et la conclusion, en 2 mots, qui avait brisé mon monde. Paternité exclue. 2 mots, ai-je dit doucement. C'est ainsi que je l'appellerai. Quoi que je construise, 2 mots. La rencontre était fixée dans un café de Spokane, dans l'État de Washington. Un territoire neutre, suffisamment public pour se sentir en sécurité, et suffisamment calme. Pour une conversation honnête. Richard Davenport a choisi l'endroit. J'ai choisi d'arriver 1 heure en avance, et j'ai surveillé l'entrée. Il est entré à exactement 15 heures. 67 ans, les cheveux gris peignés en arrière, portant un manteau en laine. Et tenant une mallette en cuir, qui avait connu des jours meilleurs. Il a commandé un café noir, et s'est assis à une table dans le coin, face à la porte. Professionnel, prudent. J'ai reconnu cette posture. C'était la même façon dont j'examinais les terminaux d'aéroport, pour repérer d'éventuels problèmes. Je lui ai laissé 5 minutes, puis je me suis approché. Monsieur Davenport, ai-je dit, en lui tendant la main. James Rivers. Il s'est levé, et a serré ma main fermement. Sa poigne était forte. Ses yeux étaient fatigués, mais vifs. Asseyez-vous, James. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Pendant les 10 premières minutes, aucun de nous n'a parlé de Jessica, ou du gala. Il m'a posé des questions sur mon parcours, ma carrière de pilote. Et ce que j'avais fait depuis qu'on m'avait retiré mon certificat médical. J'ai répondu honnêtement. Inutile de mentir à un homme qui, très probablement, avait déjà vérifié mes antécédents. Puis, il a fait glisser un dossier sur la table. J'ai vu la vidéo, a dit Richard, calmement.
quelqu'un de chez Cascade l'a publié. Sur le réseau interne de l'entreprise. Ma fille vous humiliant pour divertir la galerie. Devant 200 personnes. Je n'ai pas touché le dossier. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que je l'ai élevé mieux que ça, a-t-il dit, la voix dure. Et parce que j'ai passé les 3 dernières semaines à enquêter sur ce qui s'est réellement passé. Je sais pour Trevor Holman. Je sais pour Dylan. Ma mâchoire s'est contractée. Maintenant, je suis un investisseur, James. Les vérifications préalables. C'est mon métier. Quand ma fille fait quelque chose qui ne lui ressemble pas, je creuse plus loin. Il a ouvert le dossier lui-même. À l'intérieur, se trouvaient des copies des mêmes documents que j'avais reçus, et bien plus encore. Des dossiers médicaux de la gynécologue de Jessica. Montrant que Dylan était né avec 2 semaines d'avance. Ce qui signifiait que la conception avait eu lieu, pendant cette conférence à San Diego. Des transferts financiers, que je n'avais pas vus. Le rapport d'un détective privé, confirmant que Trevor et Jessica avaient entretenu une liaison. Pendant des années. Elle vous a menti, depuis avant même la naissance de Dylan, a dit Richard. Et à moi aussi. En utilisant l'argent de la famille. Je lui ai donné de l'argent pour 4 investissements commerciaux. Qui ont servi à rembourser les dettes de jeu de Trevor. Je ne finance pas les menteurs. James. Même quand ils sont de mon propre sang. Je me suis adossé, assimilant l'information. Que attendez-vous de moi? Rien, a-t-il dit. Je veux vous donner quelque chose. Une chance de reconstruire. J'ai 77 ans. J'ai plus d'argent que je n'en dépenserai jamais. Et une fille qui valorise ses abonnés sur les réseaux sociaux. Plus que l'intégrité. Je préfère investir dans quelqu'un. Qui sait à quoi ressemble un véritable caractère. Je ne suis pas une œuvre de charité, ai-je dit. Je n'offre pas la charité. J'offre un partenariat. Richard a sorti un deuxième dossier. J'observe le marché du conseil en aviation privée, depuis 2 ans. De petits cabinets. Des clients haut de gamme. Avec une discrétion garantie. C'est un secteur en croissance. Vous avez 20 ans d'expérience dans l'aviation commerciale. Et des contacts dans toute l'industrie. J'ai le capital. Et les relations d'affaires. Nous pouvons construire quelque chose ensemble. Quelque chose de propre, quelque chose qu'elle ne pourra pas toucher. J'ai regardé le plan d'affaires qu'il avait déjà rédigé. Des projections de revenus, des analyses de marché, et les coûts de démarrage. Il avait fait ses devoirs. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi trahir votre propre fille, pour un inconnu? L'expression de Richard s'est durcie. Parce qu'elle a cessé d'être ma fille, au moment même où elle a choisi la cruauté. Plutôt que le caractère. Et vous n'êtes pas un inconnu. Vous êtes l'homme qui a élevé mon petit-fils. Avec plus d'intégrité que son père biologique n'en a jamais montré. Cela signifie quelque chose pour moi. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas tout à fait de l'espoir, mais une possibilité. Comment voulez-vous l'appeler, a demandé Richard. J'ai pensé au rapport ADN. Aux 2 mots, qui avaient détruit mon ancienne vie, et qui allaient construire la nouvelle. 2 mots, ai-je dit. 2 mots aviation consulting. Richard a souri. C'était le premier sourire sincère, que je voyais chez quelqu'un depuis 1 mois. Simple, direct. J'aime bien. Il a de nouveau tendu la main. Cette fois, quand je l'ai serré, je n'étais plus James Rivers, le mari humilié. J'étais James Rivers, le fondateur, le bâtisseur. L'homme qui allait transformer le silence en pouvoir. Une condition, ai-je dit. Jessica ne doit pas être au courant. Pas encore. Pas avant que nous soyons devenus si grands. Qu'elle ne pourra plus nous ignorer. Le sourire de Richard s'est élargi. Mon garçon, je ne l'aurais pas envisagé autrement. 18 mois après ma disparition, 2 mots aviation consulting était devenu un fantôme de l'industrie. Nous n'étions pas sur LinkedIn, nous ne faisions pas de publicité. Et nous ne courions pas après les clients.
Ils venaient à nous, grâce aux bouche-à-oreille et aux recommandations. Des particuliers très fortunés, qui avaient besoin de faire analyser leurs opérations de vol privé. Des cadres d'entreprise, à la recherche de conseils discrets en aviation. Des célébrités, voulant que leurs acquisitions d'avions soient gérées silencieusement. Richard et moi avions construit quelque chose de remarquable. Les revenus approchaient les 8 millions par an. Nous employions 12 personnes, toutes travaillant à distance. Et toutes liées par des accords de confidentialité en béton. Personne ne savait à qui appartenait l'entreprise. C'était fait exprès. Je vivais à Portland, dans l'Oregon, désormais sous mon vrai nom. Mais avec un passé soigneusement reconstruit. Ancien pilote de ligne, devenu consultant. Aucune mention de Seattle. Aucune mention de Jessica. Mon passé était une page blanche, que j'avais écrite moi-même. Puis, l'email est arrivé. L'objet du message a arrêté mon cœur. Papa, s'il te plaît, lis ça. C'était Dylan. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouvert. Le compte était nouveau. Créé le jour même. Un gamin intelligent. Il savait que j'aurais configuré des alertes, pour nos anciennes adresses e-mail familiales. Papa, je ne sais pas si tu vas recevoir ça. Je ne sais même pas si tu es en vie. Maman dit que tu nous as abandonnés. Que tu as fait une dépression, et que tu es simplement parti, mais je ne la crois plus. J'ai 14 ans maintenant. Je suis en première année de lycée. J'ai intégré l'équipe première de baseball, même si je suis jeune pour mon niveau. Tu aurais été fier. Le coach dit que j'apprécie ta discipline. Mais ce n'est pas pour ça que je t'écris. J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de maman, le mois dernier. Des relevés financiers. Des paiements provenant de quelqu'un nommé Trevor Holman, remontant à avant ma naissance. Et j'ai trouvé des emails. Enfin, ce qu'elle pensait avoir supprimé, à propos de moi, à propos de toi. À propos de mensonges. J'ai fait un test ADN, avec un de ces kits par correspondance. J'ai utilisé l'argent de mon anniversaire. Je l'ai comparé à un échantillon de ton ancienne brosse à cheveux. Que j'avais gardé dans ma chambre. Je sais que tu n'es pas mon père biologique, mais tu restes mon papa. C'est toi qui m'as appris à lancer une balle courbe. Qui est resté assis pendant chaque match, même quand je me suis fait éliminer 4 fois de suite. Qui m'a lu le Hobby 2 fois, tellement j'aimais ça. J'ai besoin de te retrouver, non pas à cause de maman, ou de Trevor, ou de tout ce désordre. Mais parce que j'ai besoin de savoir que tu vas bien. Et parce que j'ai besoin que tu saches que, peu importe ce que dit l'ADN, tu es mon père. Le seul qui compte. S'il te plaît, réponds. Même si tu es en colère, même si tu me détestes pour avoir fait partie de ce mensonge. Fais-moi juste savoir que tu es en vie. Dylan. Je l'ai lu 5 fois. À chaque fois, les mots frappaient plus fort. Il savait. Ce gamin de 14 ans avait mené sa propre enquête, et avait atteint la même conclusion que moi. Mais au lieu d'être en colère, il me tendait la main, me choisissant malgré la biologie. Je voulais répondre immédiatement, tout à fait, lui dire que je n'avais jamais cessé de penser à lui. Que j'étais parti pour le protéger du divorce affreux qui l'aurait détruit. Que je construisais quelque chose pour que, quand il serait assez grand, je puisse lui offrir un avenir que Jessica ne pourrait pas toucher. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Parce que répondre signifiait exposer ma position, et Jessica le découvrirait. Elle se servirait de Dylan pour me traquer, me traîner à nouveau devant les tribunaux. Et l'utiliserait comme une arme contre moi. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de plus difficile. J'ai attendu. J'ai transféré l'email à Richard. Il m'a appelé 10 minutes plus tard. Que veux-tu faire, a demandé Richard, d'une voix douce. Il savait ce que Dylan représentait pour moi. Je veux l'intégrer à tout ça, ai-je dit. Mais prudemment. Légalement. Pour que Jessica ne puisse pas l'en empêcher. Il a 14 ans. Dans l'État de Washington, à 14 ans. Il peut demander au tribunal d'exprimer sa préférence pour la garde. Et avec les preuves que nous avons contre Jessica, la fraude.
L'adultère, les manipulations financières, nous pourrions monter un dossier. Elle se battra, ai-je dit. Quel essai? Nous avons 2 ans de succès documentés. Tu es stable. Employé. Tu as versé une pension alimentaire sur un compte bloqué. Même si elle ne le sait pas. Nous pouvons prouver que tu ne l'as pas abandonné. Tu l'as protégé. J'ai pensé à Dylan, assis devant son ordinateur, attendant une réponse qui pourrait ne jamais venir. Se demandant si son père était mort, ou juste parti. Configure un compte email sécurisé, ai-je dit. Crypté, intraçable. Je vais répondre, mais je dois faire ça bien. Sans aucune erreur. 3 heures plus tard, j'ai envoyé ma réponse, depuis un service crypté et anonyme. Dylan, je suis en vie. Je suis en sécurité. Et je n'ai jamais cessé d'être ton père. Ce que tu as trouvé, le test ADN, les emails, cela a demandé du courage. Du vrai courage. Le genre de courage que la plupart des hommes adultes n'ont pas. Je suis fier de toi. Pas pour le baseball, même si c'est incroyable. Mais pour avoir eu la force de chercher la vérité, même quand c'est difficile. Je suis parti parce que rester t'aurait détruit. Ta mère a fait des choix avec lesquels je ne pouvais pas vivre. Et si j'étais resté, la bataille juridique t'aurait déchiré. Donc, je suis parti pour construire quelque chose de meilleur, quelque chose de propre. Un endroit où tu pourrais venir, quand tu serais prêt. Je ne peux pas encore te dire où je suis. Non pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que ta mère te le demandera. Et que tu es quelqu'un de trop bien pour lui mentir en face. Mais bientôt, quand tu auras 15 ans, nous pourrons déposer une demande de changement de garde. Tu pourras choisir où tu veux vivre, et je t'attendrai. En attendant, continue à jouer au baseball. Continue à être le jeune homme incroyable que tu es devenu. Et sache que, chaque jour, je travaille pour construire un avenir où nous pourrons, à nouveau, être une famille. Je t'aime, mon fils. La biologie n'y change rien. Rien ne le fera jamais. Papa. J'ai appuyé sur envoyer, et je me suis adossé. Le premier pas était fait. Maintenant, il me suffisait d'attendre que Dylan soit assez grand pour choisir par lui-même. Et quand ce jour viendrait, Jessica apprendrait ce que cela signifie. De perdre quelque chose d'irremplaçable. Le monde de Jessica a commencé à s'effondrer, 6 mois après l'email de Dylan. Ce n'est pas moi qui l'ai provoqué. J'ai juste arrêté de l'empêcher. Richard avait des relations chez Cascade Travel Group. Un appel à un ancien membre du conseil d'administration, et soudain. Les notes de frais de Jessica étaient auditées de très près. Le genre d'audit qui découvre 3 années de frais de voyage gonflés. D'achats personnels facturés sur des cartes d'entreprise. Et de paiements inexpliqués à un certain Trevor Holman, répertoriés comme frais de consultation. L'appel est tombé un mercredi. Jessica, veuillez vous rendre aux ressources humaines, et apporter vos documents. J'en ai entendu parler, via les sources de Richard. Elle a essayé de s'expliquer, a dit que Trevor était un consultant commercial légitime. Et que les dépenses étaient approuvées. Mais quand les RH ont examiné les prétendus contrats de conseil de Trevor, ils n'ont rien trouvé. Aucun travail fourni, aucun livrable, juste des paiements totalisant 87,000 $, étalés sur 3 ans. Cascade l'a licencié le jeudi. Avec effet immédiat. Escorté vers la sortie par la sécurité. Son email d'entreprise a été désactivé avant même qu'elle n'atteigne le parking. Je n'ai pas célébré. Ce n'était pas une victoire. C'était juste la loi de la gravité qui finissait par la rattraper. Mais Trevor n'en avait pas fini. 2 semaines après le licenciement de Jessica, il a fait son mouvement. Il a déposé une plainte contre elle pour diffamation. Affirmant qu'elle avait parlé de leur liaison à sa femme, et ruiné son mariage. Ce qui était intéressant. Car je savais de sources sûres que la femme de Trevor avait engagé son propre détective 6 mois plus tôt. Et qu'elle savait déjà tout. Trevor coupait simplement les ponts, se protégeait, et jetait Jessica sous le bus. Avant qu'elle ne puisse l'entraîner dans sa chute. Jessica a essayé de riposter.
a publié sur les réseaux sociaux des messages parlant de trahison d'entreprise et affirmant être ciblé pour avoir dit la vérité. Mais les commentaires n'étaient pas compatissants. Les gens se souvenaient de la vidéo du gala. Quelqu'un l'a republiée avec une légende, elle a humilié son mari pour faire rire. Maintenant, elle pleure sur l'injustice. Le tribunal de l'opinion publique est sévère, surtout quand vous avez brûlé votre crédibilité pour créer des moments viraux. Puis, est arrivé l'email que j'attendais, depuis le nouveau compte crypté de Dylan. Papa. Maman a perdu son travail. Elle pleure beaucoup en ce moment. Elle ne veut pas me dire pourquoi, mais je l'ai entendu au téléphone avec Trevor. Il est poursuivi par sa femme à cause de leur liaison. Et pour une pension alimentaire, pour moi. L'avocat de sa femme a envoyé une lettre à maman. Ça dit que Trevor doit payer une pension alimentaire rétroactive. Parce que l'ADN prouve qu'il est mon père biologique. 14 années de paiement, plus la pension future jusqu'à mes 18 ans. Maman est fauchée, papa. La maison va être saisie. Elle parle d'aller s'installer chez grand-mère, mais grand-père Richard ne répond pas à ses appels. Je sais que tu penses probablement qu'elle mérite ça. Peut-être que c'est le cas, mais je suis coincé au milieu, et je ne veux plus vivre avec elle. Je ne peux pas la regarder s'effondrer, et blâmer tout le monde sauf elle-même. J'aurai 15 ans dans 2 mois. Est-ce qu'on peut déposer la demande de garde à ce moment-là? Je veux venir vivre avec toi, où que tu sois, quoi que tu fasses. Je veux juste être avec mon vrai père, s'il te plaît. J'ai montré l'email à Richard. Il a hoché la tête lentement. Il est temps, a-t-il dit. Nous déposons la demande le jour de son 15e anniversaire. Nous invoquerons la fraude de Jessica. Son licenciement. Son instabilité financière. Dylan est assez grand pour témoigner de son envie de vivre avec toi. Les tribunaux de Washington écoutent les enfants de son âge. Elle va se battre, ai-je dit. Avec quoi, a répondu Richard. Elle est au chômage. Et vit sur ses cartes de crédit. La femme de Trevor la poursuit pour détournement d'affection. Jessica n'a plus aucun moyen de pression. J'ai pensé à la femme qui se tenait devant ce microphone, il y a 18 mois. Riant pendant que 200 personnes se moquaient de moi. J'ai pensé aux années de mensonges, à la trahison, et à la cruauté calculée. Et je n'ai rien ressenti. Aucune satisfaction, aucune envie de vengeance. Juste la certitude tranquille que la justice n'a parfois pas besoin de votre aide. Elle a juste besoin de temps. Préparez la requête, ai-je dit. Nous la déposerons le jour de ses 15 ans, et ensuite, nous le ramènerons à la maison. Richard a souri. 2 mots, James. C'est tout ce qu'il a fallu. 2 mots pour tout changer. Je l'ai regardé. Quoi? 2 mots, ton père, a-t-il dit doucement. Quand elle demandera comment tu as réussi, c'est ce que tu lui diras. Un jour. Ton père m'a choisi. Plutôt que toi. Et c'est à ce moment-là que son monde s'effondrera. Dylan a emménagé avec moi, 3 semaines après la décision sur la garde. Nous avons trouvé une maison à Bend, dans l'Oregon, avec vue sur les montagnes des Cascades. Et assez d'espace pour qu'il puisse s'entraîner au baseball dans le jardin. Il s'est adapté plus vite que je ne l'espérais. De bonnes notes, et il a intégré l'équipe première dès sa 2e année de lycée. Il s'est mis à appeler Richard, grand-père, sans que personne ne lui ait demandé de le faire. La vie se reconstruisait, propre, honnête, tout ce pourquoi je m'étais battu. Puis, j'ai découvert ce que Jessica avait fait de la montre de mon grand-père. Je l'ai appris via un site de vente aux enchères de biens de succession. L'assistante de Richard surveillait les enchères en ligne. Et suivait les liquidations des biens de Jessica. Elle avait tout vendu, meubles, bijoux, tout ce qui avait de la valeur. L'annonce m'a glacé le sang. Omega Seamaster Vintage de 1952. Héritage familial. Excellent état. Mise à prix de départ, $200. La montre de mon grand-père. Celle qu'il portait en pilotant des BE-17, au-dessus de l'Allemagne. Celle qu'il m'avait donnée, le jour où j'avais obtenu ma licence de pilote commercial.
Celle que j'avais laissée dans le coffre-fort de notre chambre, quand j'avais disparu. Avec notre certificat de mariage, et d'autres documents que je ne pouvais pas emporter. Jessica l'avait vendue pour $200. Les enchères s'étaient terminées il y a 2 ans. L'acheteur était répertorié comme un collectionneur privé en Californie. Je me suis assis à mon bureau, fixant l'écran. Cette montre valait 45 000 $ pour le bon collectionneur, mais sa valeur, pour moi, était incalculable. C'était le dernier lien physique avec mon grand-père. L'homme qui m'avait appris que l'intégrité compte bien plus que l'altitude. Nous pouvons la retrouver, a dit Richard, quand je lui ai montré. J'ai des gens qui traquent ce genre de choses. Si elle est encore en circulation, nous la localiserons. Cela a pris 3 semaines. Le collectionneur était décédé. Sa succession était en cours de liquidation. La montre se trouvait dans une salle des ventes de San Francisco, prévue à la vente dans 2 jours. J'ai pris un vol moi-même, je suis entré dans la salle des ventes. En portant un costume que Richard avait insisté pour que j'achète. Et je me suis assis au dernier rang. Pendant qu'il mettait aux enchères des souvenirs de la guerre de sécession. Et des meubles anciens. Puis, le lot 247. Omega Seamaster militaire de 1952. Provenance certifiée. Restauration professionnelle. Les enchères ont commencé à 5,000 $. J'ai levé ma raquette. Quelqu'un a surenchéri. 7,5 cents. J'ai offert 10,000 $. La salle l'a remarqué. Ce n'était plus une enchère ordinaire. 15,000 $ venant d'un enchérisseur par téléphone. 20,000 $ venant de moi. La voix du commissaire-priseur est montée d'un cran. 25,000 $. 30,000 $. 35,000 $. À 40,000 $, la salle est devenue silencieuse. L'enchérisseur par téléphone a abandonné. Adjugé, a déclaré le commissaire-priseur, à la raquette numéro 67, pour 40,000 $. J'ai payé en espèces, j'ai pris la montre des mains du greffier. Avec des mains qui ne tremblaient pas, et je l'ai attachée à mon poignet, là où était sa place. Ce soir-là, j'ai envoyé un email à Jessica, depuis un compte anonyme. Aucun mot, juste une photo. Mon poignet, et la montre de mon grand-père, de retour à sa place. Elle n'a jamais répondu, mais je savais qu'elle l'avait vu. Je savais qu'elle comprenait ce que cela signifiait. J'avais récupéré ce qu'elle avait volé, et je ne faisais que commencer. 3 mois plus tard, le succès de Demo Aviation Consulting a été rendu public. Pas l'entreprise elle-même, mais notre réussite. Richard a donné une interview au magazine Aviation Weekly. Il n'a pas mentionné mon nom, mais a détaillé notre liste de clients. Des entreprises du Fortune 500, des célébrités de premier plan. Des membres de la royauté du Moyen-Orient. L'article mentionnait que notre fondateur était un ancien pilote commercial, qui avait reconstruit sa carrière après une inaptitude médicale. Prouvant que les revers de fortune ne sont que des tremplins pour un retour en force. Jessica le lirait. Elle se poserait des questions, et quelque part dans son esprit. Elle commencerait à relier des points, auxquels elle ne voudrait pas croire. Mais je n'étais pas encore prêt pour la confrontation. Cela viendrait quand Dylan serait plus grand. Quand Demo serait trop important pour être ignoré. Quand je pourrais la regarder dans les yeux, et lui montrer, exactement, ce que sa cruauté avait permis de bâtir. Pour l'instant, j'avais mon fils, mon entreprise, la montre de mon grand-père, et ma patience. Le sommet du leadership de l'aviation, à Seattle, se faisait uniquement sur invitation. 200 cadres de l'industrie, fabricants et consultants. Richard nous avait obtenu un créneau d'intervention. J'avais d'abord résisté, mais il avait insisté. Tu as été invisible assez longtemps, avait dit Richard. Il est temps que les gens voient ce que tu as construit, et qui l'a construit. J'ai accepté. Pas pour la validation. Mais parce que Dylan méritait de voir son père se tenir devant toute une industrie.
et être respecté pour quelque chose de réel. Dylan est venu avec moi, à 16 ans maintenant, plus grand que moi. Avec les cheveux foncés de Jessica, mais le regard assuré de mon grand-père. Il s'est assis au premier rang, pendant que je parlais de la gestion de crise. Et de l'aviation privée. Les applaudissements étaient sincères. 3 personnes m'ont demandé ma carte de visite, juste après. L'une d'elles m'a offert un contrat de conseil sur place. C'est alors que je l'ai vue. Jessica, debout près de la sortie de la salle de conférence. Portant un blazer qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient différents, plus courts, moins soignés. Elle avait l'air plus petite, d'une certaine manière, diminuée. Nos regards se sont croisés. J'ai vu de la reconnaissance, puis du choc. Puis quelque chose qui ressemblait peut-être à de la peur. Je me suis excusé de ma conversation, et j'ai marché lentement vers elle. Je l'ai laissée me voir venir. Elle n'a pas fui, elle est restée là, pétrifiée. James, a-t-elle dit quand je l'ai atteinte, sa voix plus faible que dans mes souvenirs. Je ne savais pas que tu serais là. Pourquoi es-tu ici, ai-je demandé, d'un ton égal. Je travaille à l'inscription. Comme personnel d'événementiel à temps partiel. J'avais besoin de travailler. Elle a détourné le regard. J'ai entendu parler de 2 mots. Je n'avais pas réalisé que c'était toi. Jusqu'à ce que je te vois parler. Maintenant tu sais, ai-je dit. Elle a regardé Dylan, assis au premier rang sur son téléphone. Il a l'air bien. Heureux de l'être. Je voulais te contacter, a dit Jessica. Après l'audience pour la garde, pour m'excuser, mais mon avocat a dit de ne pas te contacter. Ton avocat a été intelligent. Elle a tressailli. Je mérite ça. Je mérite tout ça. Ce que j'ai fait au gala. C'était cruel. J'essayais d'impressionner Trevor. J'essayais de prouver que j'étais assez audacieuse. Pour obtenir la promotion. Je n'ai pas pensé à ce que ça te ferait. Tu n'as pas pensé à beaucoup de choses, ai-je dit. Comment as-tu fait, a-t-elle demandé, la voix se brisant légèrement. Tout perdre, et construire ça. Comment as-tu réussi? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu la femme qui avait détruit ma réputation pour des applaudissements. Qui avait menti sur le père de Dylan pendant 13 ans. Qui avait vendu la montre de mon grand-père pour $200. Et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni satisfaction, juste une certitude glaciale. Je me suis légèrement penché en avant, gardant ma voix assez basse. Pour qu'elle seule puisse entendre. Ton père, ai-je dit. 2 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Son visage est devenu livide. Quoi? Ton père, ai-je répété. Richard Davenport. Il est mon partenaire. Il a financé 2 mots. Il m'a choisi. Plutôt que toi. C'est comme ça que j'ai réussi. Les genoux de Jessica ont flanché. Ils ont littéralement flanché. Elle s'est agrippée au mur pour se soutenir, sa respiration devenant courte. Non, a-t-elle murmuré. Ce n'est pas possible. Il ne ferait pas ça. Il l'a fait. Il y a 2 ans. Il m'a donné le capital, les relations, tout ce dont j'avais besoin. Parce qu'il valorise l'intégrité. Bien plus que les liens du sang. Et tu as prouvé que tu n'avais ni l'un, ni l'autre. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu mens. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré les documents d'immatriculation de l'entreprise. 2 mots Aviation Consulting LLC. Fondateur, James Rivers et Richard Davenport. Il a investi en moi, pendant que tu te noyais, ai-je dit doucement. Chaque contrat que tu as perdu. Chaque emploi que tu n'as pas pu obtenir. Il s'en est assuré. Pas pour te détruire. Juste pour garantir que je pourrais me reconstruire, sans interférence. Jessica a glissé le long du mur, atterrissant sur la moquette, les mains couvrant son visage. Les gens commençaient à remarquer. Un membre du personnel s'est approché, inquiet. Elle ira bien, ai-je dit aux membres du personnel.
Elle est juste bouleversée. J'ai baissé les yeux sur Jessica, une dernière fois. Tu m'as humilié pour une promotion que tu n'as jamais eue. Tu as menti sur mon fils pendant 13 ans. Tu as vendu l'héritage de ma famille pour de la petite monnaie. Et maintenant, tu travailles à l'accueil. Pendant que je suis l'orateur principal des conférences. Ce n'est pas de la vengeance. Jessica. C'est juste la loi de la gravité. Je suis retourné vers Dylan. Il a levé les yeux de son téléphone. C'était maman, a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit. Ça va? J'ai posé ma main sur son épaule. J'ai senti le poids de la montre de mon grand-père sur mon poignet. J'ai pensé à Richard, qui nous attendait à l'hôtel. Je vais parfaitement bien, ai-je dit, et je le pensais vraiment. 6 mois après la conférence de Seattle, Jessica a fait une dernière tentative pour nous contacter. Pas moi, mais Dylan. Il m'a montré la lettre. Elle est arrivée à notre maison de Bend, écrite à la main sur du papier bon marché. Dylan, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable, mais tu es mon fils. Et j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand j'ai fait des choix terribles. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de comprendre que je me noyais. Ton père est parti, et j'ai paniqué. J'ai fait des erreurs. J'ai blessé des gens. Et c'est toi que j'ai le plus blessé. Si tu veux un jour me parler, je suis là. Je serai toujours là. Maman. Dylan l'a lu 2 fois, puis l'a posé sur la table de la cuisine. Qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Il est resté silencieux pendant un long moment. 17 ans maintenant, plus grand que moi, et capitaine de l'équipe première de baseball. Des offres de bourse complètes de 3 universités différentes. Je pense qu'elle essaie de réécrire l'histoire, a fini par dire Dylan. Tu n'es pas parti parce que tu le voulais. Tu es parti parce qu'elle t'a détruit, et maintenant. Elle veut de la sympathie, parce qu'elle fait face aux conséquences. Elle reste ta mère, ai-je dit prudemment. Biologiquement, du moins. C'est grâce à elle que tu existes. Non, a dit Dylan fermement. C'est la femme qui nous a menti, à tous les deux. Pendant toute mon enfance. Qui t'a humilié en public? Qui a vendu la montre de grand-père? Pour s'acheter des bières. Il m'a regardé. C'est toi mon père. Celui qui est revenu pour moi. Qui a construit quelque chose de vrai. Qui m'a appris que le caractère compte plus que l'ADN. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. De la fierté, du chagrin, du soulagement. Que veux-tu faire, ai-je demandé. Rien, a dit Dylan. Je ne veux pas répondre. Je ne veux pas m'impliquer. Elle a fait ses choix. Maintenant. Elle vit avec. J'ai hoché la tête. C'est juste. Mais je veux savoir une chose, a continué Dylan. Trevor. Est-ce qu'il sait pour moi? Que je suis son fils biologique? Je redoutais cette question depuis des mois. Oui, ai-je dit. L'avocat de son ex-femme l'a contacté pendant le divorce. Les preuves ADN faisaient partie du dossier de garde pour ses autres enfants. Il sait. A-t-il essayé de me contacter? Non. Dylan a assimilé la chose. Tant mieux. Je ne veux pas le rencontrer. Jamais. C'est juste un type qui a couché avec maman. Et qui l'a payé. C'est toi qui as été là. C'est la seule chose qui compte. 2 semaines plus tard, Richard a appelé avec des nouvelles de Trevor Holman. Il s'est déclaré en faillite, a dit Richard. Personnel et professionnel. Sa femme l'a ruiné lors du divorce. La pension alimentaire pour ses 3 enfants. Plus Dylan, l'a presque mis sur la paille. Ensuite, son entreprise de conseil s'est effondrée. Quand la nouvelle de la liaison s'est répandue. Ainsi que les détournements de fonds qu'il cachait. Où est-il maintenant, ai-je demandé. Il travaille chez un concessionnaire automobile à Tacoma.
Il vend des Honda d'occasion. Il gagne environ 40 000 $ par an, vit dans un studio, divorcé. Et seul. Exactement ce qu'il mérite. J'ai pensé à l'homme qui avait ri le plus fort, quand Jessica m'avait humilié. Qui avait engendré Dylan, et qui avait ensuite disparu derrière des paiements mensuels. Qui avait trahi sa propre famille pour une liaison. Bien, ai-je dit. Qu'il y reste. Richard a fait une pause. Il y a autre chose. Jessica a essayé de me contacter. Des emails? Des appels téléphoniques. Elle veut qu'on se voie. Elle dit qu'elle a besoin de s'expliquer. Que lui as-tu dit? Rien. J'ai bloqué son numéro. J'ai changé d'adresse email. Elle n'aura pas l'occasion de s'expliquer. Elle n'aura pas la chance de tourner la page. Elle n'obtient que le silence. J'ai souri. Richard comprenait. Le silence n'était pas de la cruauté. C'était une conséquence. Demo est en pleine expansion, a continué Richard. Nous avons été approchés par un consortium européen. Ils veulent que nous fassions du conseil sur l'exploitation d'une flotte privée à Dubaï. 12 avions. Un contrat de 3 ans, 20 millions de $. On accepte? C'est déjà signé. Nous devrons embaucher 5 consultants supplémentaires. Je me disais que Dylan voudrait peut-être un stage d'été. Pour acquérir une véritable expérience professionnelle, avant l'université. J'ai regardé Dylan dans le salon, en train d'étudier le calcul. Mon fils. Pas par le sang, mais par choix. Je lui demanderai, ai-je dit, mais je pense qu'il dira oui. Ce soir-là, j'ai ouvert le coffre-fort de mon bureau. À l'intérieur, se trouvait le dossier que j'avais gardé depuis le début. Les résultats du test ADN, les relevés bancaires, les SMS. L'entièreté de la fraude de Jessica, documentée et préservée. Je l'avais gardé pendant des années, pensant que j'en aurais besoin un jour, pour le tribunal. Pour servir de preuve, pour me venger. Mais je n'en avais plus besoin. Dylan m'avait choisi. 2 mots étaient florissants. Jessica et Trevor s'étaient détruits eux-mêmes, sans que j'aie besoin de lever le petit doigt. J'ai passé les documents dans la déchiqueteuse, et je les ai regardés se transformer en confetti. Certaines victoires ne nécessitent pas de preuves, elles ne nécessitent que de la patience. 3 ans après cette conférence à Seattle. Je me tenais dans le terminal principal de l'aéroport international de Portland. Regardant Dylan embarquer sur un vol pour Boston. Bourse complète pour le MIT. Ingénierie aérospatiale. Il suivait les traces de son grand-père, mais avec des ailes différentes. Il m'a serré dans ses bras, au point de contrôle de sécurité. Merci, papa. Pour tout. Tu as mérité ça, ai-je dit. Entièrement. Non, a dit Dylan. C'est toi qui l'as mérité. Tu as tout reconstruit. Après qu'elle a tout détruit. Tu m'as montré à quoi ressemble la vraie force. Je l'ai regardé disparaître, à travers la sécurité, puis je suis retourné au parking. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Richard. Dylan est parti pour l'université? Je viens juste de le regarder passer la sécurité, ai-je répondu. Bon gamin. Tu l'as bien élevé. Nous l'avons bien élevé, ai-je corrigé. 2 mots Aviation Consulting avait grandi, bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Des bureaux à Portland, à Dubaï, et à Londres. 47 employés. Un chiffre d'affaires annuel approchant les 50 millions. Nous faisions du conseil pour des gouvernements, des entreprises, et des clients privés. Qui valorisait la discrétion par-dessus tout. Richard s'était retiré de la gestion active l'année dernière. Mais il assistait toujours aux réunions du conseil d'administration, donnait toujours des conseils. Et me rappelait toujours que le caractère l'emporte sur les diplômes, à chaque fois. J'ai conduit jusqu'au bureau. Notre siège social de Portland occupait le dernier étage d'un immeuble du centre-ville. Avec vue sur le mont Hood. Des lignes épurées, professionnelles, rien de tape à accent grave-l'œil. Ce n'était pas notre style.
Mon assistante m'a remis un paquet à mon arrivée. C'est arrivé par coursier ce matin. Marqué personnel. À l'intérieur se trouvait une lettre. Écrite à la main par Jessica. James, je sais que tu ne répondras pas. Je sais que je ne mérite pas de réponse, mais j'ai besoin que tu saches. Que je comprends ce que j'ai détruit. Je vois 2 mots partout maintenant. Dans les magazines d'aviation, dans les conférences de l'industrie. Dylan en parle, quand nous avons nos appels mensuels. Oui, il m'appelle une fois par mois. Parce que c'est une meilleure personne que je ne l'ai jamais été. Je ne demande pas ton pardon. Je te demande juste de savoir que je suis désolé. Pour le gala, pour les mensonges, pour avoir vendu la montre de ton grand-père, pour tout. Je travaille comme agent de voyage maintenant. Une petite agence à Bellingham. C'est un travail honnête. Calme. Je n'essaie plus d'être impressionnante. J'essaie juste d'être quelqu'un de décent. J'espère que tu es heureux. J'espère que Dylan est heureux. Vous le méritez tous les deux. Jessica. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai classé, sans y répondre. Elle voulait tourner la page, elle voulait que je dise que tout allait bien. Et que j'étais passé à autre chose. Mais je n'étais pas passé à autre chose. J'avais traversé tout ça. J'avais construit quelque chose de plus grand que la douleur. Et c'était bien meilleur que le pardon. La montre de mon grand-père tic-taquait, de façon régulière, sur mon poignet. Dylan était au MIT. Richard était en bonne santé, et fier. 2 mots étaient florissants. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai affiché la déclaration de mission de l'entreprise. Celle que Richard et moi avions écrite, il y a 3 ans. 2 mots aviation consulting. Construire la confiance par le silence. Obtenir des résultats par l'intégrité. 2 mots avaient tout commencé. 2 mots avaient tout terminé. 2 mots avaient tout reconstruit. Ton père. C'est ce que j'avais dit à Jessica, à Seattle. C'est ce qu'il avait brisé, complètement. Non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était vrai. Richard m'avait choisi, moi, plutôt que sa propre fille. Il avait investi des millions dans un pilote brisé, qui n'avait plus rien à perdre. Il avait cru en mon caractère, quand tout le monde ne voyait qu'un échec. Et ensemble, nous avions construit quelque chose. Qu'aucune quantité de mensonges ne pourrait jamais abattre. J'ai regardé par la fenêtre. Portland s'étendait en contrebas. Les montagnes au loin. Le ciel clair et bleu. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Dylan. Bien arrivé à Boston. Le campus est incroyable. Merci encore, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon fils, ai-je tapé en retour. Rends grand-père fier. C'est déjà fait, a-t-il répondu. 2 mots. Nous avions survécu. J'ai souri, posé le téléphone, et regardé mon calendrier. 3 réunions aujourd'hui, une conférence téléphonique avec Dubaï, un dîner avec Richard. Une belle vie. Un travail honnête. La conscience tranquille. Jessica avait essayé de me détruire, par les rires et l'humiliation publique. Elle avait parié que je me briserais, sous le poids de la honte et de la trahison. Elle a perdu ce pari. Parce que certains hommes ripostent avec leurs poings, certains avec des avocats. Et d'autres avec des campagnes sur les réseaux sociaux. J'ai riposté avec le silence, avec la patience, et en construisant quelque chose de si solide. Que lorsque j'ai enfin parlé, les seuls mots dont j'ai eu besoin ont été « ton père ». Et ce fut suffisant.